Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la lecture. Je suis Marie-Lucas, directrice éditoriale des langues vivantes chez Nathan, et je vous accueille avec Corinne Escal, IA Hyper d'anglais et directrice de la collection des Reading Guides, et Marianne Baumy, qui est professeure Bonjour. d'anglais et auteure de notre dernier paru, Mathilda. Donc vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire, donc on est ravis, on espère qu'on va répondre à votre attente. En termes de timing, on a prévu une présentation d'une quinzaine de minutes suivie d'une dizaine de minutes d'échange pendant lesquelles on essaiera de répondre à vos questions. Concernant les questions, justement, vous pouvez les poser via l'onglet dédié dans l'interface à votre disposition, normalement sur la droite de votre écran. Et donc, à la fin de la présentation des auteurs, je leur poserai vos questions. Alors, si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver, vous pouvez aussi contacter notre équipe via l'onglet questions. Ils essaieront de vous aider à les résoudre. Donc là, juste en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous proposer de commencer le webinaire par une petite interaction, une petite activité interactive, c'est-à-dire un sondage que je lance à l'instant et je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et voilà, merci à tous et je laisse la parole à Corinne et Marianne. Bon webinaire. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour ce webinaire sur les Reading Guides en anglais. Alors, le goût de la lecture est essentiel à la réussite et à l'épanouissement des élèves. Prendre le temps de lire, développer l'écriture créative, découvrir la littérature de jeunesse et la littérature contemporaine sont autant d'actions qui peuvent revitaliser la relation des élèves au livre. Les actions et les dispositifs concernent tous les élèves dès le plus jeune âge, comme le quart d'heure lecture, que vous pratiquez peut-être avec vos élèves, et qui est un temps banalisé consacré à la pratique de la lecture. Encourager les élèves à lire et développer leur goût pour la lecture sont des objectifs qui peuvent s'appliquer aux langues vivantes et à l'anglais, et aussi au collège. On voit beaucoup de lecture cursive au lycée, mais on peut également pratiquer la lecture cursive au collège, puisque la lecture permet d'enrichir le vocabulaire, d'augmenter la concentration et la mémorisation, de développer les compétences de compréhension, mais également d'expression, et donner accès à des lectures longues en version originale dès le collège est une immersion bénéfique dans la mesure où elle est accompagnée de guidage aidant et rassurant. Donc, avant de rentrer plus dans les détails de la collection, nous vous proposons un court sondage sur la lecture suivie. Merci pour vos réponses et je laisse la parole maintenant à Marianne, non, encore à Corinne. Encore Corinne. Oui, pour introduire le guide, le Reading Guide. Alors, chaque guide commence donc par une découverte de l'auteur, un auteur emblématique de la littérature jeunesse anglophone, et par la découverte de l'œuvre en tant qu'objet. La couverture et la quatrième de couverture donnent déjà des indices du voyage littéraire qui attend les élèves et attise leur curiosité. Et là, je laisse la parole à Marianne, qui va nous expliquer plus en détail comment cela fonctionne dans Mathilda. Bonjour à tous. Alors en effet, pour Mathilda, on commence le voyage avec un travail sur la vie et l'œuvre de Roald Dahl, qu'en réalité beaucoup d'élèves connaissent, sans le savoir bien souvent, mais ils le connaissent via des œuvres cinématographiques comme Charlie and the Chocolate Factory ou Fantastic Mr. Fox, qui sont généralement des œuvres appréciées et connues des élèves. Le fait de partir d'éléments connus qui intéressent les élèves, qui sont issus de leur univers, permet une immersion beaucoup plus simple dans l'œuvre littéraire en tant que telle, qui peut parfois faire peur aux élèves, parce qu'il est vrai que la lecture peut faire peur et en langue étrangère encore plus.
On travaille en effet sur la 4e de couverture pour entrer dans l'œuvre et aussi sur une affiche de la comédie musicale qu'on peut voir notamment sur Netflix, ce qui leur fait découvrir un personnage principal, donc une jeune écolière qui leur ressemble, auquel ils peuvent s'identifier facilement, issu d'un univers qu'ils connaissent aussi, puisque c'est l'école. Et là encore, ça permet de faciliter l'immersion dans une œuvre qui, de prime abord pour des élèves de collège, peut paraître un tout petit peu effrayante. Voilà, donc après cette découverte de l'œuvre, de l'auteur, du contexte, nous rentrons dans l'étude proprement dit de l'écrit. Donc, nous avons sélectionné pour vous une dizaine d'extraits de chacun des romans répartis dans des parts qui forment des unités de sens. La lecture de l'ensemble de ces extraits permet d'avoir une compréhension globale de l'histoire complète sans forcément lire l'ouvrage en entier. C'est vrai qu'il est difficile pour des élèves de collège de lire la totalité de Mathilda, et là, vous en avez déjà une première approche, mais peut-être que cette lecture aussi donnera l'envie à certains de lire le roman en entier. Donc, je laisse la parole à Marianne pour parler de l'anticipation. Alors, en effet, chaque part, donc il y en a 10, commence toujours par une anticipation. L'anticipation a une place très importante dans le fichier, comme elle peut avoir une place importante en classe. En effet, c'est l'anticipation qui va aiguiller les élèves sur ce qu'ils vont découvrir dans la partie étudiée. Et le second point, ça va aussi permettre de lever des difficultés que les élèves vont pouvoir rencontrer après. Alors, il va y avoir différents types d'anticipation. Par exemple, celle que vous voyez à l'écran est une anticipation lexicale. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais on aura des anticipations lexicales. Par exemple, ici, les tâches ménagères, parce qu'il va s'agir d'une partie dans laquelle l'un des personnages décrit une vie de labeur difficile, va lister toutes les tâches ménagères effectuées voilà, dans sa jeunesse. Et pour évacuer dès le début ces obstacles lexicaux et ensuite pouvoir se concentrer vraiment sur le fond de ce qui est dit, on va faire ce genre d'activités d'anticipation qui sont très souvent plutôt ludiques, illustrées, colorées, ce qui est quand même plus agréable pour les élèves. Une autre forme d'anticipation qui est souvent utilisée dans ce livret, c'est l'anticipation par émission d'hypothèses. Ces anticipations par émission d'hypothèses sont très pratiques puisqu'elles permettent à tous les élèves, quel que soit leur niveau, de pouvoir participer. Alors on part toujours d'une image, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça permet à tous les élèves de participer parce que par définition, une hypothèse n'est ni vraie ni fausse. Tout le monde peut donner son avis sans avoir peur de se tromper. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise quand même très souvent puisque ça donne une forme de liberté aux élèves. Ces hypothèses, même s'il n'y a ni de vraies ni de fausses, nous permettent, nous, en tant qu'enseignants, de poser déjà des jalons, notamment lexicaux, d'introduire déjà du vocabulaire qui va nous servir après et aussi d'aiguiser la curiosité des élèves parce qu'une fois qu'ils ont fait leurs hypothèses, évidemment, ils ont envie de savoir si ils avaient vu juste ou pas. Donc, voilà pour les anticipations de ce fichier. Et donc, nous allons voir s'ils ont vu juste ou pas, puisque l'extrait est accompagné d'un guidage qui permet aux élèves d'accéder au sens simple, au sens multiple, vu que l'on est sur une œuvre littéraire et qu'il y a donc de l'interprétation aussi à mettre en œuvre. Donc comprendre la situation, comprendre les enjeux de la situation. Et en fin de parcours, vous avez un Check Your Understanding qui permet à l'élève de faire le point sur ce qu'il a compris. Alors, en effet, comme disait Corinne, chaque partie fait l'objet d'un questionnement, d'une série de questions. Alors, on commence toujours par des repérages pour au mieux comprendre la structure du texte, par exemple, des repérages pour comprendre les liens entre les personnages, parce que ces repérages et l'accès au sens qui permettront plus tard aux élèves d'accomplir des tâches plus complexes de production. Mais sans accès au sens au préalable, la tâche de production ne sera pas possible.
L'avantage de ces guides, c'est qu'on peut écrire dessus à loisir, surligner, souligner, entourer, tant qu'on veut, ce qui permet à l'élève de mettre en valeur ce qui lui parle à lui de manière individuelle, parce qu'on n'est pas tous faits sur le même modèle. Et on peut gribouiller, et ça entraîne les élèves aussi à prendre des notes, à souligner, parce que c'est quelque chose qu'ils ne font généralement pas spontanément. Donc ça, c'est pour les repérages. Il n'y a évidemment pas que des repérages où on doit souligner, hein, sinon ce serait pas intéressant. Il y a quand même d'autres activités, par exemple des tableaux, qui permettent de classer des éléments et ainsi mieux structurer ses idées. Ça peut être aussi des réponses à cocher, par exemple pour travailler sur des notions plus complexes, pour apprendre du nouveau vocabulaire, par exemple celui des émotions, où des fois les termes ne sont pas connus des élèves. On a aussi des activités beaucoup plus ludiques, ça peut être des mots croisés, des jeux, ou comme vous le voyez à l'écran, des images à remettre dans l'ordre. Alors c'est vrai que ces activités illustrées sont particulièrement utiles lorsqu'il y a des textes plus complexes. Il y a des passages de texte qui parfois sont un peu plus complexes, que ce soit au niveau de la grammaire ou du lexique. Donc le passage par l'image est quand même un langage assez universel et permet à tous les élèves, quel que soit leur niveau de compétence, de comprendre l'histoire malgré tout. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut montrer aux élèves qui est extrêmement important pour notre matière, c'est qu'on n'attend pas des élèves qu'ils comprennent tout mot à mot. Ce qui nous intéresse, c'est élucider le sens global de l'histoire, qu'ils comprennent globalement l'histoire. Et le passage par l'illustration permet de le démontrer aux élèves. Comme le disait Corinne, ces activités d'accès au sens, de repérage, se terminent par une activité plus évaluative qui permet de vérifier ce que l'élève a compris de la part, qui s'appelle Check Your Understanding. Alors ça peut prendre plusieurs formes, des textes à trous, ça peut être des vrais ou faux. En tout cas, c'est vraiment l'activité de fin qui ferme un peu la part. Alors, grâce à tout ce travail, j'espère vraiment que les élèves vont prendre plaisir à lire. Et en parallèle, on va aussi travailler tout ce qui permet aux élèves d'accéder au sens et à produire, c'est-à-dire la grammaire, le lexique, la phonologie. Donc, viennent en parallèle des questions de compréhension des activités grammaticales, lexicales, phonologiques, voire stylistiques aussi, puisque nous sommes sur des objets littéraires. Et donc, elles viennent renforcer le bagage des élèves en contexte. Alors effectivement, comme le disait Corinne, une fois qu'on a accédé au sens, on va s'arrêter sur des points importants et intéressants pour nous enseignants du texte. Ce sera parfois de la grammaire, parfois du lexique, ça varie, c'est pas toujours la grammaire qui prédomine, au contraire. Alors, quand par exemple c'est la grammaire, on peut travailler sur des points que j'appellerais un peu classiques, qui reviennent régulièrement, type prétérit, la formation des adverbes. Mais on peut aussi, par exemple, travailler sur des choses moins souvent abordées en cours, par exemple les figures de style. Dans le cas de Mathilda, les personnages très imagés de Roald Dahl nous permettent très facilement, par exemple, de travailler sur les métaphores de façon assez facile, finalement, et fluide. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on part toujours du texte pour travailler les notions sur lesquelles on fait la focale. En ce qui concerne les points lexicaux, alors il y aura parfois, comme on le voit à l'image, des points de révision. Typiquement, les membres de la famille, c'est quelque chose de classique que les élèves connaissent un peu, mais ça ne fait jamais de mal de toute façon de rebrasser. Ou alors, ça peut être des choses que l'on découvre comme un peu plus complexes, par exemple comme les verbes à particules. Et les œuvres littéraires sont aussi permettent une exposition à la culture, à la langue étrangère. Et donc, le contexte culturel est travaillé en amont et des culture spots permettent d'élucider les références culturelles des extraits. Alors, en effet, on trouvera plusieurs culture spots, pratiquement dans toutes les parties d'ailleurs, parce que c'est aussi ça qui fait la beauté de notre métier, hein, c'est de parler d'une culture qu'on aime. La richesse de Mathilda nous permet d'explorer plein de choses totalement différentes. Alors, on part du plus classique, du typique English breakfast, jusqu'à parler de Star Wars avec les Stormtroopers, par exemple, qui apparaissent étonnamment dans l'œuvre de Mathilda, ou alors la traditionnelle image de la Wicked Stepmother qui est aussi abordée
dans cette œuvre. Alors, donc on voit que c'est quand même des choses assez variées qui parlent aux élèves. Et à la fin de chaque culture spot, on posera une question aux élèves plus ouverte sur leurs connaissances afin de ne pas rester uniquement dans le descendant. On ne reste pas donc, voilà, hop, on vous donne ces connaissances-là. Non, vous, qu'est-ce que vous connaissez déjà? Est-ce qu'on peut ouvrir à d'autres choses? Alors, ce qui est important aussi de préciser, c'est que les Reading Guides sont vraiment ancrés dans une approche actionnelle, dans l'approche actionnelle qui est préconisée par les programmes. Alors, effectivement, à chaque fin de part, on va proposer, voilà, ce qu'on voit à l'écran, une sorte de tâche finale qui permettra de réutiliser tout ce qui a été vu, tous les éléments qui ont été vus dans l'appart. Pour ne pas lasser les élèves, on va alterner tâche orale, tâche écrite, et surtout, on va varier le type d'activité. On a quand même essayé de trouver des activités un peu motivantes. Là, par exemple, sur l'image, on voit, c'est une activité qui permet aux élèves de créer un storyboard. On peut aussi leur demander de finir une conversation, par exemple. On va leur demander aussi, dans une autre part, d'écrire un journal intime, de le décorer. Donc, vraiment, on a essayé de faire des tâches finales, assez variées et qui, quand même, sont motivantes pour les élèves aussi. Comme on le voit à l'écran, chaque tâche finale est aussi divisée en steps, en différentes étapes, qui permettent aussi de donner le temps aux élèves, parce qu'on sait comment marchent les élèves. À chaque fois, ils lisent à moitié les consignes, ils se jettent dans la tâche sans réfléchir. Là, on leur donne une série d'étapes qu'ils vont suivre pour réussir leur tâche. Alors, par exemple, si je prends un texte argumentatif qu'ils vont devoir faire à un moment, pour travailler le discours indirect, on va d'abord, step 1, leur demander de réfléchir à des arguments. Une fois qu'ils auront leurs arguments, on va leur demander de réfléchir au verbe introducteur pour le discours indirect qu'ils vont utiliser, ce qui aura été travaillé en amont, etc. On va faire étape par étape et après, tout se mettra en place comme un puzzle. Pour aider les élèves, on voit aussi sur le côté droit, oui, si je ne me trompe pas, j'ai un problème droite-gauche, excusez-moi, de Build Your English, on leur rappelle quelles notions ils doivent absolument utiliser dans leur tâche finale. Parce que là aussi, on sait bien que les élèves ont quand même du mal à faire le lien entre ce qu'on leur apprend et ce qu'ils doivent utiliser. Donc là, on va les aider à comprendre la finalité de leurs apprentissages. À dire, voilà, on a fait tout ça avant. Pourquoi? Pour que vous puissiez, à la fin, réussir la tâche qu'on vous demande. Et comme ça, le lien est fait de manière assez logique et fluide pour eux. Oui, et ce qui est important peut-être aussi de préciser, c'est toute cette articulation entre travail de réception et travail de production, puisque la compréhension d'un texte littéraire permet aussi d'avoir des modèles que les élèves peuvent ensuite exprimer, écrire, dire à la manière d'eux. Et donc, tout le mimétisme est aussi important dans l'apprentissage d'une langue et permet aux élèves de monter en compétences. Alors, vous avez des tâches finales en fait à la fin de chaque part, mais vous avez aussi des plus gros projets que l'on appelle aussi tâches finales, mais qu'on pourrait très bien appeler projets et qui sont des projets de fin d'études en fait du Reading Guide. Donc, vous avez deux propositions de projets, deux propositions particulièrement motivantes et aussi un projet interdisciplinaire pour ouvrir aux autres disciplines. Alors, Marianne, je te laisse en parler. Oui, alors effectivement, là, on a, comme le disait Corinne, donc deux projets, gros projets de fin, plus un projet artistique sur lequel je reviendrai après. Il y a deux projets, pourquoi? Parce que ça permet déjà de laisser le choix. Ce sont deux projets de production orale, mais très différents. Vous avez un projet plutôt individuel qui permet un travail de synthèse sur l'œuvre. Il y a un autre projet en groupe, là, et qui laisse plus de place à l'imagination. Donc, après, à l'enseignant de choisir en fonction de son profil de classe peut-être, ou aussi ça peut être l'occasion de laisser le choix aux élèves de prendre ce qui finalement correspond le plus à leur personnalité ou à leur goût. Donc ça, ce sont pour les deux projets
purement disciplinaire, j'allais dire. Et le dernier projet, j'ai souhaité mélanger art et anglais parce que l'artistique est quelque chose qui est, à mon avis, très motivant pour les élèves et qui permet aussi un développement intéressant culturellement parlant. Ce projet-là permet de faire découvrir aux élèves ce qu'on appelle le sketch notes, qui est une méthode de mémorisation qui est particulièrement motivante et souvent appréciée des élèves, qui est totalement applicable en langue, hein, qu'on peut là avoir en tâche finale, mais qu'on pourrait aussi appliquer en cours de langue de manière générale. Les élèves auront surtout à disposition des vidéos quand même pour leur montrer des exemples, leur expliquer comment ça marche, leur donner des idées pour quand même trouver l'inspiration. Donc ces 3 tâches finales laissent quand même un grand choix d'opportunités pour les élèves. Ils vont forcément trouver quelque chose à leur goût et ça permet de finir la lecture de Mathilda de manière active et créative aussi. Et enfin, donc chaque cahier propose un jeu final ainsi que des pistes de documents pour approfondir la thématique en anglais ou en interdisciplinarité. Alors en effet, vous trouverez, c'est un jeu de plateau, hein, somme toute assez classique, qui ressemble un peu au jeu de loi. L'avantage, c'est qu'il peut se faire en totale autonomie en classe et par petits groupes de 3-4 sans problème. Les cases du jeu de loi sont remplacées par des questions sur l'œuvre, des questions lexicales, culturelles, sur des points de l'histoire. Et ça permet un moment ludique et ça permet surtout de rebrasser ce qui a été vu sans que les élèves s'en rendent vraiment compte, parce que c'est un petit peu le but aussi. En plus du plateau de jeu, vous trouverez des suggestions de lecture. C'est un petit peu une sélection personnelle, je l'avoue humblement, mais ce sont des œuvres qui marchent plutôt bien. Il y a un point commun quand même entre ces œuvres, c'est que toutes, comme Mathilda, traitent d'aventures vécues par des adolescents. Ou adolescentes. Ce sont des œuvres très variées, vous aurez le choix, les élèves auront le choix, il y a de l'aventure, il y a quelque chose de plus poétique, il y a du mystérieux. En plus, ce ne sont que des œuvres qui ont été adaptées au cinéma, donc des liens pour les bandes annonces vous sont donnés, donc on peut aussi faire un travail sur les bandes annonces, voire même sur le film complet. Et alors, mon coup de cœur personnel, je me permets, c'est Halls, de Louis Sachar, qui marche toujours très très bien, qui mêle mystère et action et qui plaît beaucoup aux garçons comme aux filles. Voilà, mon petit coup de cœur personnel. Merci beaucoup à toutes les deux. J'ai oublié, voilà, le zoom sur le coup de cœur, pardon. Oui. Voilà. Je profite aussi du webinaire pour vous rappeler ou vous apprendre, au cas où nous aurions des enseignants de lycée dans l'assistance, que la cohésion Reading Guide, elle existe aussi au lycée sur les œuvres au programme de la spécialité LLCER anglais, donc à la fois sur des œuvres littéraires et sur certains des films au programme. Je vous remercie tous pour votre attention. Donc là, on va prendre quelques questions. Donc, je me dirige vers l'onglet questions pour poser les questions à Marianne et Corinne. Alors, j'ai acheté le cahier sur Mathilda, j'ai cliqué pour le dossier pédagogique, mais il n'est apparemment pas encore disponible. Je voulais savoir notamment quelle édition de Mathilda vous pensiez utiliser. Alors, le dossier pédagogique, sauf erreur de ma part, il est disponible sur le site compagnon de Mathilda. Et alors sur l'édition de Mathilda, je ne sais pas s'il y en a une à préconiser, Marianne. Non, il n'y a pas vraiment d'édition, étant donné que les textes sont déjà dans le Reading Guide. Il n'y a pas besoin de faire acheter de livres aux élèves. Hein. Tout est dans le guide, en fait, tout est inclus. C'est ça aussi l'avantage. Merci. Alors, est-ce adapté à des quatrièmes? Oui, c'est adapté alors de manière générale au cycle 4. Après, c'est vraiment en fonction des profils des classes. Hein. Il y a un profil qui marche très bien, on pourrait le faire en fin de 5e. En 4e, c'est tout à fait adapté. Et en 3e aussi. C'est cycle 4.
Voilà, c'est sûr que pour un cycle 3, non, c'est pas possible, mais cycle 4, c'est tout à fait adapté à des quatrièmes mois. Oui, ça c'est certain. Merci Marianne. Alors, autre question, comment intégrer ce type de travail dans la progression annuelle? C'est à moi ou c'est Corinne qui... Alors là, Moi, je peux apporter dans la progression. Alors, après, tout et vous dépend pouvez commencer à répondre et Corinne complétera. Pardon. Mais non, mais Corinne, si tu veux y aller, il n'y a pas de souci. Hein. Mais Dans la progression annuelle, il faut déjà que bon, les élèves aient déjà, je pense, on peut pas commencer. Tu parlais de fin de cinquième et même en quatrième, on ne va pas aborder l'œuvre en début d'année. ah non. Voilà, il faut attendre quand même d'avoir mené plusieurs séquences pour pouvoir s'engager dans ce type de travail. Mais après, voilà, c'est en fonction aussi de ce que vous avez étudié en amont pour avoir les prérequis nécessaires et de ce que vous étudiez aussi après. Donc, en fonction de votre progression, vous pouvez travailler cette œuvre quand vous le souhaitez, mais plutôt, voilà, à partir, je dirais, de la deuxième partie de l'année plutôt que de la première. Oui, pas avant. Moi, je rejoins Corinne. J'ai pas avant janvier, de toute façon, le temps de connaître les élèves, connaître leur fonctionnement. Et après, c'est à voir aussi sur comment utiliser le guide. Est-ce que il va y avoir plusieurs choix possibles, c'est-à-dire soit on va faire le guide d'un seul tenant, soit on va se dire voilà, j'ai cours le lundi, le jeudi, le vendredi par exemple, et je décide que le lundi c'est le jour de lecture. Moi, c'est comme ça que je fonctionne typiquement. Enfin, ça dépend sur quelle classe, mais je décide un jour de la semaine, c'est le jour de lecture. Les élèves le savent. Et je continue du coup en parallèle une autre séquence. Mais ça, c'est vraiment des choix d'organisation qui sont personnels à l'enseignant et peut-être aussi à adapter au profil de la classe. Oui, on pense aussi aux collèges qui ont des LCE. Oui, là, c'est voilà, en LCE, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut proposer aux élèves. Et puis, comme tu le dis, il n'y a pas une seule manière de faire. Il y a plusieurs choix possibles. Le tout, c'est de trouver une manière motivante qui ne lasse pas les élèves et qui soit toujours intéressés par le projet qu'on met en œuvre avec eux. Mais avec une œuvre comme Mathilda, on ne prend pas de gros risques. C'est vrai que pour les LCE, j'aurais plutôt tendance à dire que pour des classes de LCE, on peut faire l'œuvre en continu parce que ce sont en général des élèves motivés par l'anglais. Hein, c'est quand même. Alors que pour une classe plus lambda, entre gros guillemets évidemment, effectivement pour éviter de lasser les élèves, ça peut être une bonne option de faire une fois par semaine par exemple. Merci à toutes les deux. Alors, corollaire de cette question-là, j'ai plusieurs questions effectivement sur le nombre de séances. A priori, hein, évidemment, ça va dépendre des classes, ça va dépendre de l'organisation de chacun, mais le nombre de séances que vous pensez devoir être consacrées à l'étude d'un reading guide. Alors, comme disait Marie, pardon Corinne, je me permets, comme disait Marie, effectivement, ça va vraiment dépendre de l'organisation. Au moins 10, ça c'est certain que ce ne sera pas moins de 10, plutôt 15 à mon avis. Après, le Reading Guide, c'est comme un manuel. On n'est pas obligé de faire 100% de ce qui est proposé. Bon, le fait que les élèves puissent écrire dessus, c'est quand même, ça facilite quand même énormément les choses et ça permet d'aller plus vite. L'enseignant est aussi libre de modifier certaines activités, voire d'en rajouter. Si l'enseignant considère qu'il n'y a pas assez d'anticipation, pourquoi pas rajouter une petite anticipation. Ça va vraiment dépendre. Je suis très attachée à la liberté de l'enseignant. C'est quelque chose qui vraiment m'est très, très cher. Et c'est de ça dont va dépendre en fait le nombre de séances aussi. Si l'enseignant veut passer plus de temps sur telle partie ou au contraire une partie qui lui paraît moins intéressante, même si quand même on a choisi des bonnes parties, mais bon après on ne sait jamais. Elle veut aller un peu plus vite, mais je dirais pas moins de 10. Ça c'est une certitude. Je dirais plutôt autour de 15. Ensuite, l'enseignant peut aussi faire le choix de laisser les élèves plus autonomes sur toute la partie réception.
donc lire à la maison et puis répondre aux questions de réception plutôt à la maison. Et ensuite, quand ils reviennent en classe, ils mettent en place les tâches ou en fait tous les focus plus de réflexion sur la langue et ensuite les tâches. Et là, on est vraiment dans l'action. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs, comme tu disais, hein, Marianne, il y a plusieurs rythmes possibles. Tout dépend aussi du niveau de vos élèves. Parce que si vous avez des élèves qui ont des difficultés de compréhension, vous allez les accompagner à cette lecture. Vous n'allez pas les lâcher tout de suite avec une œuvre telle que Mathilda au collège. Mais si vous avez des élèves qui ont un bon niveau et peut-être justement progressivement sur l'ensemble du guide, c'est-à-dire qu'au début, on va davantage accompagner les élèves et après, on peut les laisser plus libres sur la réception. Exactement. Et ensuite, vraiment consacrer en fait les séances d'anglais à l'expression et d'ailleurs, même les séances de réception, hein, de compréhension de l'écrit, doivent toujours être des séances interactives en classe. Il faut vraiment laisser les élèves s'exprimer. Et en plus, nous sommes sur des œuvres littéraires, donc des œuvres polysémiques, là où les élèves peuvent aussi dire des choses qui ne sont pas forcément dans le guidage. Mais c'est toute la richesse aussi de cette œuvre que de laisser l'élève voilà, exprimer ses émotions, son ressenti par rapport à une œuvre littéraire. Oui, exactement. Et pour rejoindre Corinne, je pense qu'il faut faire les 3, il y a 10 parties, hein, et je pense qu'il faut faire au moins les 3 premières, plus en classe avec les élèves. Et une fois, les parties sont toujours un peu construites sur le même modèle, hein, ça permet quand même aussi de rassurer les élèves, d'avoir ce modèle récurrent. Donc peut-être faire mettons les 3 premières parties ensemble avec eux pour qu'ils repèrent les différentes rubriques. Et une fois qu'ils ont bien repéré les différentes rubriques, ce sera beaucoup plus facile après pour les laisser en autonomie sur la suite. Super, merci beaucoup à toutes les deux. Alors, une question aussi qui rejoint un peu ce qu'on se disait avant de commencer sur l'utilisation potentielle en autonomie. Est-ce qu'il est possible de l'utiliser, par exemple, comme un outil pour l'été? Je vais lire exactement la question. Est-il possible d'envisager une utilisation des reading guides a posteriori, c'est-à-dire, par exemple, sur une lecture d'été? Voilà. Bah, Oui. Oui. Oui, après, oui, non, je m'attendais pas à cette question, c'est pour ça que je réfléchis en même temps. Oui, c'est tout à fait possible. Après, moi, le seul point que je vois, c'est qu'il y a quand même besoin d'un feedback de la part d'un enseignant à un moment donné. Mais oui, c'est un peu comme un cahier de vacances, hein, quelque part. Ça ressemble un peu. Il y a quand même, c'est très guidé. Oui. Alors, oui, oui. c'est tout à fait ce que tu dis, Marianne, c'est-à-dire qu'il y a des parties en fait où d'ailleurs c'est mentionné hein, du travail collectif, du travail de groupe. Il y a une tâche finale qui se fait à plusieurs, donc c'est prévu comme des activités de classe, mais rien n'empêche. Alors soit un élève individuellement qui aimerait rentrer dans l'œuvre de Mathilda de plutôt prendre ce reading guide parce qu'il est guidé, il est accompagné et il peut vraiment rentrer dans cette œuvre, et notamment s'il l'a lu déjà en français. Donc, il peut le lire en autonomie grâce aux questions de repérage. Et moi, je pense aussi parfois aux conseils qu'on peut donner à des élèves qui vont ensuite, par exemple en troisième, qui se destinent soit à une section européenne ou une section internationale, ou qui veulent lire davantage et se préparer, par exemple, pour une ESI. Je pense que c'est tout à fait certain, qu'on pourrait proposer. Oui, tout à fait. Alors, peut-être une dernière question. Je suis désolée, il y a beaucoup de questions, donc j'ai du mal à tout suivre. Et si on n'a pas le temps de répondre à tout, on vous répondra par mail. J'ai oublié de le préciser au début. Et j'ai également oublié de préciser, puisqu'on a eu une question là-dessus, si vous avez raté le début ou raté une partie, vous recevrez un lien pour un replay dans les jours qui viennent. Donc, dernière question, existe-t-il des reading, enfin je pourrais même y répondre moi-même, mais existe-t-il des reading guides pour le niveau 6e, fin de 6e?
Alors non, pas pour l'instant. Je vais répondre. Voilà. Pas pour l'instant, mais on est voilà, c'est une collection qui nous tient à cœur et qu'on aimerait développer. Et d'ailleurs, si vous avez des envies de titres, n'hésitez pas à nous en faire part. On étudiera les différentes possibilités. En fait, nous sommes descendus, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé Oui. avec la terminale et puis après, nous sommes descendus voilà, en première, seconde et là, nous sommes au cycle 4. Mais oui, hein, en tout cas, Oui. lecture Rien cursive n'empêche, en tout cas. possible en 6e. Hein. C'est Oui, possible. parce qu'il y a des œuvres ouais, qui peuvent être faites en 6e. Ouais. C'est sûr. Très bien. Écoutez, je vous remercie parce que là, je vois qu'on arrive au bout de mon timing. Merci infiniment à tous pour votre participation et toutes ces questions qui étaient vraiment intéressantes. Merci infiniment à Corinne et Marianne et on espère que voilà que vous ferez plein de belles lectures avec vos élèves l'année prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.